Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Je vais peut-être vous surprendre, mais oui, après ce match 1, je pense que les Spurs sont déjà en danger et va falloir qu'ils réagissent vite. Pas parce qu'ils ont pris une leçon, non, c'est presque l'inverse en fait. Ils ont fait pas mal de trucs bien et ils ont quand même perdu. Bon, maintenant, cette vidéo, c'est toujours pas le sondage qu'il a choisi, c'est moi. En finale NBA, quand t'as un match comme ça, tu réagis direct, et on va essayer de faire ça à chaque fois. Par contre, le prochain gros sujet est entre vos mains. 6 propositions, un vote, j'espère que vous allez choisir un bon truc. Donc allez faire parler votre voix sur Instagram pour s'assurer de ça, en venant me suivre là-bas si c'est pas encore fait. Puis bien sûr, pareil, abonnez-vous aussi à cette chaîne, parce qu'entre les finales, la draft et la free agency, je vous promets, les prochaines semaines vont être chargées. Mais oui, pour revenir à ce Game 1, il y a beaucoup plus à raconter que juste les Knicks ont gagné. On va parler du style imposé par New York, du match bizarre de Victor qui finit quand même à 26 points, du crédit que mérite Karl-Anthony Towns, et évidemment de Jalen Brunson, encore monstrueux quand le match devient chaud. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi cette défaite fait vraiment mal à San Antonio, sans raconter non plus que la série est déjà terminée. Et c'est là que c'est super intéressant, il y a tout plein de choses à dire. Alors installez-vous bien, on va parler du début de ces finales NBA. Bon, ce match 1, c'est le genre de défaite qui fait beaucoup plus mal qu'un simple moins 10 sur le tableau de marque. Pendant une bonne partie de la soirée, San Antonio donne vraiment l'impression de prendre le contrôle. Les Spurs sont de retour en finale, la salle est chaude, on voit Popovic dans les tribunes, et Wemby au milieu de l'affiche. Une équipe qui mène de 8 points après le premier quart, de 7 à la pause, puis de 14 en deuxième mi-temps. Là, franchement, tu te dis, ok, ces Spurs peuvent envoyer un premier très gros message dans la phase des Knicks. C'est justement pour ça que le résultat final pique autant. Parce qu'un Game 1 à domicile, quand tu montes à plus 14, c'est normalement le moment où tu dois faire douter l'adversaire. Sauf que New York n'a jamais paniqué. Les Knicks sont encaissés, puis grignotés. À la fin du troisième quart, on est à 76 partout. Et là, San Antonio commence à courir après un match qui aurait dû être plié plus tôt. La stat qui résume le mieux cette pensée, c'est ce 11-0 final qui tue complètement le suspense. Wembanyama remet San Antonio devant à 95-94 à un peu plus de 2 minutes de la fin. La salle explose, et derrière, plus rien. Les Knicks marquent les 11 derniers points. Brunson remet New York devant. Les Spurs ne scorent plus. Dans une finale NBA à domicile, dans les 2 dernières minutes d'un match que tu pouvais gagner, ce passage à vide est énorme, un vrai coup dur. C'est vraiment là, dans le money time, que le match change vraiment de tournure. Le score final est presque trompeur. 105-95, ça peut donner l'impression que New York a fini par contrôler la rencontre pour s'imposer tranquillement. Mais non, les Spurs pouvaient le gagner ce match. Ils l'ont longtemps eu entre les mains, et pourtant ils le laissent filer. Wemby l'a résumé très simplement en conférence de presse. Ils ont laissé échapper ce match. Cette phrase n'a pas juste été prononcée sous le coup de l'émotion, elle est réelle. Et le truc, c'est que forcément, maintenant, la pression n'est plus la même pour San Antonio. L'avantage du terrain a disparu dès le premier soir. Les Knicks viennent d'enchaîner une 12e victoire consécutive en play-off. Ils n'ont plus perdu depuis presque un mois et demi, et ils repartent avec ce qu'ils étaient venus chercher. Attention, les Spurs ne sont pas morts, mais le Game 2 ressemble déjà à un match couperé. À 1-1, t'es encore en vie. À 0-2, au moment de débarquer au Madison Square Garden, l'histoire devient beaucoup plus sale. Donc non, c'est pas encore la panique à bord, mais désormais, pour les Spurs, la marge d'erreur n'existe plus. La principale raison de penser ça, pour moi, c'est que ce match 1, il s'est joué exactement là où les Knicks voulaient l'emmener. Quand on regarde cette rencontre, on n'a jamais vraiment vu les Spurs dans leur environnement naturel, c'était pas ouvert, pas fluide, le ballon ne circulait pas comme d'habitude, c'était pas le genre de match où les jeunes jambes texanes pouvaient courir partout, c'était lourd, physique, chaque panier coûtait très cher. San Antonio reste bloqué à 95 points, à 32 sur 89 au tir et à 11 sur 43 à 3 points. Bien sûr, il y a de la maladresse, mais il y a surtout la défense des Knicks, les contacts, les fautes, ces possessions où tu travailles 20 secondes pour finalement obtenir un tir moyen. Et dans ce genre de physionomie de match, les Knicks savent beaucoup mieux y faire que les Spurs. San Antonio a quand même eu des séquences dans son style. Harper a amené de l'énergie, Champagny a mis le feu, et quand l'écart monte à plus 14, on peut croire que le match bascule enfin dans un registre plus rapide, plus vivant, plus texan au final. Mais New York a absorbé le choc, défense, contact, dureté, et petit à petit, retour dans leur zone de confort. Un match serré, physique, où chaque possession pèse hyper lourd.
C'est ça qui me fait prendre cette victoire très au sérieux pour la suite de cette série. Parce que les Knicks n'ont pas gagné grâce à une adresse délirante ou un match offensif parfait, ils ont gagné un match moche, rugueux, imparfait, et ça c'est une vraie qualité en playoff. Tout le monde sait gagner quand tous les shoots rentrent, beaucoup moins savent gagner quand tout devient compliqué. Sur ce Game 1, les Knicks n'ont pas seulement gagné de 10 points, ils ont imposé leur identité, pour de vrai. Et c'est là qu'il faut faire attention à un truc, les Spurs n'ont pas non plus été totalement mauvais, vraiment pas. Ils se sont pas fait ouvrir dès le départ, pendant 80% du match au moins, ils ont mené au score, c'est ça le plus frustrant. Donc non, ce match 1 n'est pas une défaite où San Antonio n'a pas réussi à exister. Dans le contenu, il y a eu plein de choses intéressantes côté Spurs. Harper a encore montré un culot assez dingue pour un rookie, 16 points, 8 rebonds, 6 sur 10 au tir, de l'agressivité, de la vitesse, aucune peur. Champagny, lui, met 15 points avant la pause, 5 tirs primés et termine avec 10 rebonds. Autour de Wemby, c'est exactement le genre de menace dont San Antonio a besoin. Et derrière eux deux, c'était pas le désert non plus, d'autres encore ont réussi à exister. Castle termine avec 17 points et 8 rebonds dans un rôle exigeant avec de l'impact physique et des séquences défensive importante. Même au rebond, San Antonio ne se fait pas démonter, 54 à 49 pour eux, 14 rebonds offensifs pour les Spurs contre 10 pour New York. Le souci, c'est que tout ça n'existait que trop par séquence. Globalement, les individualités ont tenu, mais San Antonio n'a pas réussi à transformer ses bons moments en domination durable. Et face à New York, performer seulement par séquence, ça suffit pas, c'est là que la défaite devient inquiétante. Parce que les Knicks ont survécu à tout, au bon départ des Spurs, au tir de Champagny, à l'énergie des jeunes, au plus 14, et à la fin ce sont eux qui gagnent les possessions les plus importantes. Donc la question n'est pas de savoir si San Antonio peut jouer au niveau des Knicks. Sur ce Game 1, ils ont montré que oui. La question c'est plutôt si même avec autant de positifs, tu perds chez toi, comment tu fais ensuite pour te relever? Et c'est là que maintenant, Victor, faut qu'on parle de lui évidemment. Si vous regardez juste la ligne de stats, vous pouvez vous dire que ça va. 26 points, 12 rebonds, 3 contres, 2 passes, une interception. Pour un premier match de finale, beaucoup signeraient pour une telle perf. Il est le meilleur scoreur des Spurs, il pèse au rebond, il protège le cercle, il obtient beaucoup de lancers et toute la défense des Knicks le regarde comme une menace permanente. Donc non, Wemby n'a pas été invisible, loin de là. Mais ne vous faites pas avoir par le box score, son match n'a pas été bon pour autant. Le chiffre qui fait vraiment mal, c'est le 6 sur 21 au tir avec 2 sur 9 à 3 points. Wemby marque 26 points, mais il doit travailler énormément pour y arriver. Ses 12 lancers montrent qu'il a gardé de l'agressivité, oui, mais dans le jeu, New York lui a enlevé beaucoup de confort. Pas assez de paniers faciles, pas assez de tirs propres, pas assez de séquences où il reçoit la balle et enchaîne naturellement. Et pour moi, le plus inquiétant dans ce match, pour lui, c'est même pas juste l'adresse. Ces 6 pertes de balles pèsent très lourd, San Antonio en perd 13 au total, donc Victor, dans ce secteur, est responsable de presque la moitié des déchets de son équipe. Là on parle d'une défense qui l'a forcé à réfléchir, à dribbler dans le trafic, à l'obliger à trop prendre le match à son compte par moment. La dernière balle perdue en fin de match fait très mal par exemple. Les Knicks n'ont pas éteint Wemby, mais ils l'ont sorti de ses habitudes, et chaque action devenait pour lui bien plus coûteuse en énergie. C'est ça vraiment qu'il faut garder en tête à la fin de ce match 1, rien pour lui n'a été facile hier soir. Après 3 quarts temps, Victor n'avait mis que 15 points à 3 sur 13 au tir. Sa ligne de stats finale masque donc un match qui pendant longtemps a été laborieux. Oui, il met un gros 3 points dans le 4ème. Oui, il remet les Spurs devant avec 2 lancers avant l'effondrement. Mais dans l'ensemble, il n'a jamais vraiment contrôlé la rencontre offensivement. Et lui-même ne s'est pas caché en conférence d'après-match, en avouant que dans cette rencontre, il avait été mauvais. Lui-même sait très bien que ses 26 points ne racontent pas forcément la vérité au sujet de sa performance. Victor a produit, oui, mais il n'a pas dominé, et là-dessus, j'ai vraiment envie de donner du crédit à un joueur en particulier. Pourtant, je vois déjà venir le truc. Karl Anthony Towns défend mal, Wemby aurait dû le manger. Bah non, c'est trop facile. Towns, c'est pas un défenseur élite, évidemment. Il a des trous d'air parfois, il peut être ciblé, ok. Mais c'est pas un plot non plus, loin de là. Dans ce Game 1, il a tenu le choc, il a mis son corps en danger, encaissé les contacts, occupé l'espace, et avec tout ça, il a rendu les possessions de Victor beaucoup moins confortables. Parce que bien défendre sur Wemby, ça veut clairement pas dire le limiter à 8 points. Ça, quasiment personne peut le faire en NBA. Ça veut dire rendre ses points coûteux, l'obliger à prendre 21 tirs pour finir à 26 points, le pousser à vivre sur la ligne des lancers, à recevoir la balle plus loin. Towns ne l'a pas arrêté, personne n'arrête vraiment Victor comme ça, mais il a survécu au duel, sans se faire sortir par les fautes. C'est fort, parfois en playoff c'est exactement ce dont tu as besoin, tenir suffisamment longtemps pour que ton équipe puisse suivre son plan de jeu. Et malgré ça, derrière, le match ne bascule même pas d'un coup. En début de 3ème quart, San Antonio a une fenêtre énorme. Les Spurs mènent 55-48 à la pause, reviennent fort des vestiaires et à 6 minutes 50 de la fin du quart, ils sont devant 63-50. Là, tu peux presque tuer le match, sauf que New York répond par un 15-4. En moins de 4 minutes, on passe de 63-50 à 71-69. C'est pas une avalanche, c'est plus pénible, c'est plus usant, c'est plus lent. L'avance disparaît possession après possession. Et souvent, c'est encore plus frustrant, encore plus quand t'avais l'occasion d'appuyer fort là où ça fait mal. Le problème, c'est que les Spurs n'ont pas réussi à prolonger leur temps fort. L'attaque de Mitch Johnson devient moins fluide, certains tirs sont pris trop vite, certaines lectures sont forcées. Rien de honteux, pas un énorme choke dès le 3ème quart, juste assez d'imprécision pour redonner suffisamment d'air à New York. Dans une finale NBA, quand ton adversaire est comme ça, au bord du trou, il faut l'achever, pas le choix. Et les Knicks, bravo à eux, ils n'ont rien lâché, ils ont refusé de mourir.
Les hommes de Mike Brown terminent le troisième quart sur une excellente dynamique. Résultat, 76 partout avant le quatrième. Tout le travail de San Antonio est presque effacé. Les Spurs avaient l'énergie, l'avance, le public, le momentum. Les Knicks, eux, avaient la patience. Cette séquence raconte la différence de maturité. San Antonio a eu l'occasion de prendre le match et New York, comme souvent depuis le début de ses playoffs, est resté calme. New York a survécu. C'est justement dans ce quatrième quart qu'on a vu quelle était l'équipe la plus sereine, celle qui savait le mieux où elle allait. Brunson, son match n'est pas propre. 30 points, oui, mais à 12 sur 31 au tir. Il force, il rate, il prend des coups, genoux touchés, passage au vestiaire, cheville écrasée plus tard. C'est pas une soirée où il déroule, mais justement, c'est ce qui rend son money time aussi fort. Après 3 quarts temps, il est à 17 points à 7 sur 22, et pourtant, quand le match se décide, il ne tremble absolument pas. C'est presque ça le truc le plus énervant avec lui, il n'a pas du tout besoin d'être dans un très grand soir pour se montrer hyper dangereux à la fin. Dans le quatrième quart, il insiste, joue près du panier, change de rythme, se sert de son corps et remet de l'ordre dans l'équipe. Résultat, 13 points dans la période, presque autant que tous les Spurs réunis qui n'en mettent que 19. Et c'est pas juste du volume, c'est du talent, du sang-froid, ce sont des tirs parfois très difficiles qui calment les Knicks et qui font très mal à San Antonio. Le moment clé, vous le connaissez, on en a parlé, il se passe à un peu plus de 2 minutes de la fin quand les Spurs reprennent l'avantage. 95 à 94, c'est l'occasion pour San Antonio de reprendre le contrôle émotionnel du match, surtout à domicile. Mais sur la possession suivante, Brunson répond direct avec un 3 points dans le corner. New York repasse devant, les Spurs ne marquent plus, Bridges met ses lancers, et Brunson termine avec ce jumper en déséquilibre à 38 secondes du buzzer. Pas le tir le plus beau du monde, mais un tir que les plus grands joueurs de playoff peuvent mettre quand ça compte. Et franchement, je vous avais prévenu, on pouvait le prévoir ça, on pouvait s'y attendre. Brunson n'a pas été élu Clutch Player of the Year en 2025 par hasard. Toute la saison, il a construit cette image de joueur qui garde son sang-froid quand tout devient lourd. Même quand il rate, même quand il boite, il continue avec la même confiance en lui, et en playoff, il a encore pris une nouvelle dimension. Pour San Antonio, c'est un défi différent de SGA. Shea te tue avec sa longueur, son rythme et les fautes qu'il provoque. Brunson, lui, te tue près du panier, avec des appuis courts, des feintes, des changements de rythme, des tirs en déséquilibre. Dans un money time serré, ce profil-là est infernal, c'est peut-être encore plus difficile à défendre. Et ce match, au fond, pour les Knicks, il se gagne là-dessus, dans le calme, dans les bons choix, pas juste avec les stars. New York ne gagne pas seulement parce que Brunson ferme le match et parce que Towns tient le duel intérieur. Les Knicks gagnent aussi parce que leurs role-players font le sale boulot exactement comme ils doivent le faire à un si haut niveau de compétition. Ils comblent les trous, grattent des possessions, mettent les mains partout, restent prêts sans avoir besoin de beaucoup de ballons. Dans un match aussi physique, ce genre de contribution finit par peser très lourd. Le symbole parfait de ça, c'est Josh Hart, le spécialiste du hustle, un joueur hyper précieux pour Mike Brown. Sur la feuille, il ne marque que 3 points à 1 sur 5 au tir, mais à côté, il prend 15 rebonds, distribue 6 passes, vole 4 ballons et ajoute un contre. Meilleur rebondeur du match alors qu'il y a Wembanyama, Towns et Robinson sur le parquet. Ça, c'est fou. Hart ne dépend pas de son adresse, il peut rater ses tirs et quand même peser comme un mec qui plante 20 points. Vraiment, ce profil-là en playoff et encore plus en finale, ça vaut de l'or. Surtout qu'autour de lui, il y a eu plein d'autres petites contributions qui ont compté fort. OG Anunoby fait du OG, discret mais 17 points, de la défense, des tirs importants sans demander 15 systèmes. Shamet apporte 13 points du banc et confirme sa super post-season. Mitchell Robinson rend la raquette plus lourde dès qu'il rentre sur le terrain. McBride met de la pression. Alvarado apporte son énergie avec 7 points rapides. Et même Bridges, sans faire un grand match, il est là quand il faut. C'est ça qui rend les Knicks aussi chiants à jouer. Ils ne gagnent pas parce que tout le monde a pris feu, ils gagnent parce que chacun a réussi à apporter son petit truc. Rien de légendaire si on prend les joueurs un par un, mais tout additionné, ça te construit une vraie victoire de finale NBA. Je pense pas qu'il faille tout chambouler après un seul match, calmons-nous, ce serait trop impulsif, mais Mitch Johnson ne peut pas faire comme si ce Game 1 n'avait pas existé. Quand le match devient dur et que Victor est contenu, qui prend vraiment le relais en attaque? Qui mérite les minutes les plus chaudes dans le money time? Comment San Antonio survit quand Victor souffle sur le banc? Ces questions devront absolument trouver un maximum de réponses d'ici le match 2. Et là, pour trouver des pistes, impossible de ne pas commencer par De'Aaron Fox, c'est ce qu'on attend de lui. Faut être honnête, 7 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 sur 13 au tir, 0 sur 4 de loin, 3 pertes de balles, c'est pas assez. Tu peux pas faire ça quand t'es censé être un cadre, un lieutenant. Tu peux pas faire ça dans un Game 1 à domicile quand Wemby galère. Fox a eu un ou deux flashs, oui, mais sur l'ensemble du match, San Antonio avait besoin d'un deuxième créateur fiable, et ce rôle-là, désolé, il ne l'a pas rempli. Après, je vais pas faire comme si les problèmes à sa cheville n'existaient pas. Fox n'est pas à 100%, sa blessure le gêne, et pour un meneur dont la base du jeu se situe sur le premier pas, la vitesse et le changement de rythme, c'est pas un détail. Quand cette explosivité disparaît, il devient plus lisible, il force davantage, il finit moins bien, son tir extérieur devient encore plus attaquable. Donc non, je vais pas le découper sans parler du contexte, mais en finale NBA, si t'es sur le terrain, il faut davantage peser, c'est tout. Et c'est là que la présence du rookie Dylan Harper sur le banc commence à créer un débat qui est un petit peu gênant.
Parce que lui, en sortie de banc, il a apporté ce qui manquait parfois aux Spurs, du rythme, de l'agressivité, de la pression sur le cercle, et surtout cette impression qu'il n'était pas impressionné par l'enjeu. Pour un rookie en finale NBA, c'est fort. Je dis pas qu'il faut sortir Fox de la rotation, mais si Fox est diminué et si Harper est l'arrière le plus tranchant, il doit gratter plus de minutes, notamment quand le match est chaud. Et derrière, encore une fois, il y a toujours les minutes sans Wemby qu'il faut gérer. Je pensais que c'était réglé ça, vu comment la série contre OKC s'était terminée, mais force est de constater que non, pas plus que ça. Luke Kornet n'a pas besoin de devenir Victor Wembanyama évidemment, mais quand Victor sort, les Spurs doivent au moins survivre. Sur ce Game 1, Kornet a été trop invisible pour donner cette respiration, donc non, il faut pas tout chambouler pour Mitch Johnson, mais en finale, tu peux pas rester prisonnier du statut de tes joueurs comme ça. Celui qui est chaud doit jouer, celui qui est diminué doit être économisé, celui qui apporte de l'énergie doit être récompensé. C'est comme ça que je vois les choses. Mitch Johnson, ce serait une erreur qui remette tout en question. Par contre, il va falloir qu'il soit plus froid dans ses choix, plus pragmatique. Maintenant tranquille, cette défaite au match 1 pour les Spurs, c'est pas encore la fin du monde. San Antonio est en danger, oui, mais ils sont pas condamnés. Le scénario du Game 1 ne dit pas que New York est injouable. Les Spurs ont mené de 14 points, ils ont eu des contributions autres que Wemby, ils ont résisté, et ils étaient encore devant à un peu plus de 2 minutes de la fin. Le problème, c'est pas qu'ils n'ont aucune réponse, c'est qu'ils n'ont déjà plus le luxe d'attendre pour les trouver. C'est bien pour ça que malgré tout, si je prends un petit peu de recul, oui, je crois encore en eux. Cette équipe a déjà montré dans ses playoffs qu'elle savait encaisser. Contre Portland, elle perd l'avantage du terrain avant de reprendre le contrôle. Contre Minnesota, elle perd le Game 1, puis répond par une victoire 133 à 95 au Game 2. Contre OKC, elle est menée 2-1, puis 3-2 avant de gagner les 2 derniers matchs. Les Spurs sont jeunes, oui, mais ils ne ressemblent pas à une équipe fragile, ils apprennent vite et souvent ils répondent fort. Puis évidemment, il y a Victor, le joueur le plus spécial sur le terrain, c'est forcément une clé. Sa performance au match 1 ne ressemble pas à sa norme de playoff. Là, son 6 sur 21 fait mal, mais je n'en tire aucune conclusion définitive. Victor a assumé, et jusqu'ici, il n'a jamais vraiment donné l'impression d'un joueur qui rumine longtemps. Quand il se plante, il corrige, donc oui, je m'attends à une réponse. Mais cette réponse ne peut pas juste être « Allez Victor, sauve-nous ». San Antonio doit lui simplifier la vie, jouer plus vite, le protéger, lui donner des ballons plus tôt, plus haut, dans des angles différents, pas seulement là où New York peut l'enfermer. Et je reste catégorique, si Harper continue à être aussi tranchant et si Fox est diminué, c'est Harper qui doit avoir le plus de responsabilités. Cela dit, le plus gros problème, la plus grosse erreur, c'est qu'après cette défaite, les Spurs oublient qui ils sont. Ils doivent surtout être plus précis, plus propres, plus tranchants dans le 4e quart. Ils doivent trouver un moyen de se reposer après cette finale de conférence intense. Là, la différence de fraîcheur s'est ressentie. En finale, la différence ne vient pas toujours d'un grand bouleversement tactique. Parfois, c'est 5 possessions mieux jouées, un ballon perdu en moins, un bon joueur utilisé au bon moment, plus de lucidité en somme. Donc pour l'instant, mon prono reste le même. Je vois toujours une victoire des Spurs en 7. Mais là, faut être clair, le Game 1 était une alerte, le Game 2 doit être une réponse. À 1-1, San Antonio reste en vie et peut aller au Madison Square Garden avec une série encore ouverte. À 0-2, avant 2 matchs à New York, on ne parlera plus seulement d'alerte, on parlera presque déjà de mission impossible. Mais allez, je vais pas en faire plus, vous en pensez quoi vous? Vous pensez que les Spurs vont réagir au match 2, ou alors est-ce que vous pensez que les Knicks sont trop solides? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de voir dans quelle direction vont vos tendances après le Game 1. Ensuite, si la vidéo vous a plu, vous connaissez, pensez à la booster s'il vous plaît, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme. Enfin, bien sûr, abonnez-vous ici aussi si ce n'est pas encore fait, je vous le promets, cette chaîne, ça va être the place to be pendant les finales NBA, et ce serait dommage de louper ça. Bref, merci pour tout la team en tout cas, merci pour votre écoute, nous on se retrouve tout de suite dans la section commentaires.